Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Laurent, d'abord? Une question qui s'adresse à tout le monde, mais surtout Isaac. Vous avez mentionné le VIH, les traitements des patients et les coûts qui ont baissé, mais aussi le fait que l'hydroxyré est beaucoup moins cher. Alors, vous savez que MSF a fait campagne pour le traitement du VIH et nous sommes aperçus que le seul moyen de le faire, c'était vous pourriez un petit peu nous expliquer? Alors, pour répondre à votre question, on a fait une erreur catastrophique au départ en se disant que seuls les hématologues pouvaient prendre en charge les patients atteints de drépanocytose. Et ça a fait beaucoup de mal au programme aux États-Unis au départ parce qu'il y a très peu d'hématologues et très peu qui sont qui sont intéressés par ce traitement. Et chaque professionnel de la santé peut être formé à cette pathologie. Et donc, ça ne doit pas être limité aux professionnels de l'hématologie. Si vous utilisez des doses modérées, fixes, pas trop fortes, vous verrez que il n'est pas nécessaire d'avoir une surveillance très stricte de l'hydroxyré. Mais comme le disait Marianne, c'est important d'établir un lien. Et ce lien peut se faire au moyen des technologies modernes. Vous n'avez pas besoin de faire parcourir 500 km à un patient pour qu'il vienne voir un spécialiste. Si ça peut se faire à distance, grâce à l'informatique, je crois que ça devrait être possible. Et au Ghana, nous allons former des infirmières spécialisées dans cette maladie qui auront l'expertise parce qu'en milieu rural, souvent, vous n'avez pas de médecin. Et qui va donc s'occuper du patient en question. Et il y a un niveau de soins qui peut être intégré aux soins primaires. Donc, je suis d'accord. Il s'agissait donc de changer, réorganiser les fonctions dans le personnel médical. C'était la question donc de ce monsieur. Et vous avez raison, donc, dit l'orateur. On peut le faire et éviter de passer aux soins tertiaires. On peut commencer aux soins primaires. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Isaac dans une large mesure, mais je ne vais pas accepter facilement l'idée que n'importe qui peut administrer l'hydroxyré. Je pense qu'il faut que il s'agisse quand même de médecins spécialisés. Vous avez vu quand même qu'il y a des différences dans l'administration de l'hydroxyré. Au Canada, juste à côté des États-Unis, nous avons un collègue qui pourra nous parler de ce qu'ils font là-bas. Mais ailleurs, nous avons aussi noté que pour protéger le cerveau, il faut parfois des doses très élevées d'hydroxyré. Et c'est vrai qu'on peut administrer des faibles doses, mais il n'y a pas de preuve que ça protège le cerveau, les fonctions cérébrales. Donc, parfois, il faut des doses élevées. Donc, pour l'hydroxyré, la réponse serait différente. Pour moi, il faut, là, quand même, quelqu'un de très bien formé à la drépanocytose. Et pour que cette personne décide si oui ou non on doit administrer et comment l'hydroxyré. Il y a des différences. Et je vais justement vous parler du Canada. Quand on a commencé le traitement à l'hydroxyré, tous les pédiatres ont dit il faut que ce soit un hématologue qui s'en occupe. Et nous avons dit si nous avons les indications, on peut vous fournir les recommandations et vous aider à distance. Donc, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de faire voyager le patient. Donc, je ne suis pas en train de vous dire
que tout le monde peut le faire. Mais pour le cancer, c'est pareil. La prise en charge des cancéreux est de plus en plus déléguée à la communauté, à l'échelon local, avec un lien avec le niveau supérieur. Donc, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas laisser les gens le faire de manière indépendante, livrés à eux-mêmes, mais avec un lien entre les deux. Au Ghana, si on vous disait que chaque enfant doit avoir un hématologue, comme il n'y en a que 2 en pédiatrie dans l'ensemble du Ghana, ça ne serait pas possible de toute façon. About 25 years ago, Il y a à peu près 25 ans, au Royaume-Uni, avec un travail qui s'est fait aux Antilles, on a montré qu'une proportion d'enfants souffrant de drépanocytose avaient des problèmes de sommeil, avec des épisodes d'hypoxémie qui pouvaient entraîner des crises. Et personne n'a parlé d'obstruction des voies respiratoires supérieures. Est-ce que c'est un facteur ou alors c'est juste une chose qu'on a trouvée une seule fois? D'après ce que j'ai compris, c'est la même incidence chez les personnes souffrant de drépanocytose que chez les autres, mais on reconnaît cela chez les enfants souffrant de drépanocytose. Lorsqu'on contrôle les enfants tous les 3 mois, quand on a de l'argent, on peut le faire tous les 3-4 mois. Et là, on étudiait de près la taille voir si on doit faire une opération lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la gorge, les amygdales. On fait des tests du sommeil lorsqu'il y a des problèmes d'amygdale. Et puis l'apnée du sommeil est aussi quelque chose de très important. Et c'est pour ça que parfois on retire les amygdales. Je dirais que il y a certainement une explication à cela, parce que quand on a un patient souffrant de drépanocytose qui a des infections de manière récurrente, et puis on a un rétrécissement du nasopharynx, c'est quelque chose de particulièrement important, effectivement. Donc ce que vous avez observé en Jamaïque, c'est une autre raison pour étudier ces patients, essayer de voir si l'ablation des amygdales est une chose à mettre en place. Merci. Merci. Merci pour les présentations qui viennent d'être faites. J'ai une question à poser, mais elle n'est pas scientifique. J'ai compris que la moitié de ce que vous avez dit. Non, je blague, dit monsieur. Nos collègues qui travaillent à Kibera. J'ai noté ce que vous avez dit. Vous aviez comme un facteur de suspicion Kibera. Et si j'ai bien compris, la valeur positive prédictive était très élevée pour parler scientifiquement. Donc, quels ont été les facteurs que vous avez pris en compte pour vos variables? Parce que c'était très élevé. Et je voudrais comparer à ce qu'a dit le professeur. C'est-à-dire, pour le dépistage, peut-être qu'il faut faire ça comme ça, et puis dépister les personnes pour lesquelles on a des suspicions élevées. Donc, quels sont les éléments que vous avez pris en compte? Et puis, j'aimerais poser une question au docteur Haussmann, s'il vous plaît, si je le puis. Vous travaillez avec l'OMS, etc. Donc, quels sont les facteurs politiques qui empêchent l'OMS de travailler plus dans ce domaine? J'aimerais préciser qu'à l'OMS, je suis uniquement le président de la task force sur les soins maternels et périnataux. Je travaille en drépanocytose, mais ça fait 20 ans. J'ai été l'un des premiers à mettre en place la première consultation pour la drépanocytose. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le professeur qui se trouve ici. Et maintenant, moi, je me concentre plus sur la néonatologie. En fait, je pense que l'OMS a reconnu que c'était une priorité au niveau de la santé en 2006. Mais ce n'est qu'une déclaration. Donc, un problème de santé prioritaire, c'est signé sur une résolution. Ça a été publié en 2006 et rien n'est arrivé.
Moi, en fait, j'ai une opinion par rapport à l'OMS. Ça a pris énormément de temps. Donc 2006, on a publié ce document. Et ça nous dit quelque chose déjà. La drépanocytose était dans le bureau des maladies génétiques pendant très longtemps. Et cette division n'avait pas de directeur pendant très longtemps. Et l'ancien directeur, eh bien, il devait avoir été très frustré parce qu'il n'y avait pas assez de soutien et de financement. Personne n'a vraiment poussé cette question à l'OMS. Et moi, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que au niveau des objectifs de développement du millénaire, on va se concentrer maintenant sur les maladies non transmissibles. Et si la drépanocytose n'y figure pas, comme vous avez dit au Kenya, pour le Kenya, et j'applaudis votre travail d'ailleurs, dans de nombreux pays, on est en train de prioriser. Et la drépanocytose n'y figure pas. La communauté mondiale doit avancer au niveau de ses priorités. On va avoir des maladies qu'on n'a pas encore identifiées pour l'instant. Et ma préoccupation, c'est que la drépanocytose soit totalement perdue. Il faut donc continuer à faire du plaidoyer au niveau de l'OMS et d'autres organisations pour leur dire que oui, c'est une maladie génétique. Oui, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner, mais il y a cependant des éléments et des choses qu'on peut solutionner. Il ne faut pas oublier cette maladie. Oui, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé à Kibera, c'est que de nombreux enfants que nous testons, ce sont des gens qui ont des symptômes. On a déjà une suspicion, on va dire. Et après, comment est-ce qu'on passe de la suspicion au fait de voir des gens qu'on teste vraiment? Parce qu'il y a certaines régions, on sait que dans certaines régions, il y a telle et telle maladie qui sont plus prévalentes. Mais j'ai vu quelqu'un, la personne, j'ai vu cette personne n'est pas en bonne santé. J'ai des soupçons. Je pense que cette personne pourrait souffrir de drépanocytose. C'est comme ça. Dernière question. Dans des petites précisions. Malheureusement, l'anémie liée à la drépanocytose ne tombe pas dans les définitions de l'OMS. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas beaucoup. Parce que les maladies négligées selon l'OMS, ce sont des maladies transmissibles. Mais plus récemment, ils ont fait certaines exceptions. On peut donc espérer pour la drépanocytose à l'avenir que cette maladie soit plus sous la lumière et attire plus l'attention. En plus, je pense qu'il faut pousser l'OMS parce que l'hydroxyure est essentiel pour les adultes et ça fait partie des traitements d'oncologie, mais ce n'est pas dans la liste des produits essentiels pédiatriques. Alors, je pense qu'il faut vraiment pousser pour que ça change. J'ai maintenant une question à poser. Je pense que c'est une question pour Marianne, mais il semble que c'est un problème très douloureux pour les jeunes hommes. David, vous nous l'avez dit. Donc, que faire lorsqu'on a des contextes à faibles ressources ou pour des ONG comme MSF, nous avons certaines limites. Comment faire pour gérer tout ce problème? Du point de vue préventif, je pense que l'hydroxyurée, c'est pour empêcher la récurrence. Et quand il y a des complications, il faut aussi prendre des décisions dans l'urgence. C'est assez technique. On a des traitements qu'on peut donner. Et il y a différents traitements. La chirurgie, ce serait une véritable catastrophe. Il y a aussi donc l'éducation. Une dernière question, parce qu'on doit s'arrêter maintenant. Je m'appelle Anya. J'ai une question à poser. Je me demande si on en fait assez pour nos équipes de terrain chez MSF. Est-ce qu'on leur donne assez de lignes directrices? On sait que c'est très compliqué, mais on a vu qu'il était vraiment important de former les gens, de les informer, de leur permettre de donner des soins de base. Et c'est peut-être juste moi, mais pour moi, j'ai eu beaucoup de difficultés juste pour obtenir des informations et faire ce qu'il fallait faire. Alors, chez MSF, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on fait assez pour soutenir nos équipes sur le terrain?
Oui, nous essayons tous de faire des formations en ligne. Personnellement, j'ai beaucoup enseigné en ligne. On essaye tous de développer ça, mais vous avez raison. Et aussi au programme à Kibera, ce qu'on fait, c'est qu'on a des lignes directrices standardisées, des protocoles à suivre, faciles à suivre, qui peuvent être utilisés par les infirmières et les infirmiers pour gérer les patients à leur niveau, dans les dispensaires par exemple. Et on donne la liste des gens à qui il faut qu'il faut transférer, ceux qu'il faut conserver en dispensaire, etc. Vraiment la toute dernière question alors là. Je voulais juste répondre à votre question. Effectivement, on n'en fait pas assez pour nos équipes de terrain. Et je vais essayer aussi de résumer un petit peu les conclusions qu'on a pu tirer lors de notre session. On a vu que les interventions simples, des lignes directrices, l'éducation, les vaccins, pneumocoques, la pénicilline, la prévention du palu, la nutrition, tout cela c'est faisable. Mais ce n'est pas encore bien mis en place sur le terrain, alors que ça pourrait avoir un impact très important sur la réduction du fardeau. Il faut être donc intelligent dans notre façon de faire, être innovant. Les diagnostics ne sont pas forcément faisables, mais les tests sur le lieu de soins, à tous les niveaux du système de santé, pourraient fonctionner. Donc il faut vraiment penser à intégrer le diagnostic et la gestion de la drépanocytose au niveau des soins primaires. L'hydroxurée, c'est quelque chose de très prometteur qui pourrait même avoir un impact encore plus important dans ces contextes à ressources faibles où nous n'avons pas de Doppler. Nous pourrions explorer des modèles simplifiés de traitement par hydroxurée. Faire un test, ça ne suffit pas, bien sûr. Les indications sont très importantes. Il faut aussi lutter contre les mythes et les craintes liées à cette maladie. Et puis se rappeler qu'il faut mettre le patient au cœur de tout cela, écouter le patient et bien sûr ne pas oublier la gestion de la douleur. Et puis pour finir, il faut continuer le plaidoyer. La campagne Accès pourrait nous aider pour cela. J'espère vraiment qu'ils vont le faire pour ces tests sur les lieux de soins, donc des tests à moins d'$1, et puis essayer que MSF se concentre plus sur ces maladies négligées. Voilà. Merci. Alors, merci David, Marianne, Lily et Oussam.